Ok, alors effectivement, on va commencer par Benoît. Benoît, où es-tu? Tu viens avec moi? Ouais, ça marche. Allez, si, en musique, on peut la remettre là, c'est bon. Club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And come over and start up a conversation. Merci d'être là, Benoît. Alors effectivement, tu vas nous parler de la Barclay pour commencer. Et on a un film qui qui vous donne quelques repères sur ce qu'est la Barclay, cette course de fous furieux, quand même, il faut bien le dire. Donc je t'en prie, Hugues, vas-y. Bonjour, je suis Benoît Laval, 44 ans, coureur passionné depuis plus de 30 ans. J'habite à Saint-Pierre-de-Chartreuse et j'ai organisé ma vie autour du trail en créant par exemple la marque Red Light. Après avoir fait beaucoup de choses différentes en course à pied, de la piste et des crosses, puis des marathons, cela fait 18 ans que je fais du trail, ce qui m'a emmené par exemple faire le Grand Raid de la Réunion où j'ai fait 2e, 4e, 5e, le Marathon des Sables où j'ai fait dans les 10 premiers et en équipe de France de trail en 2010. Ma dernière aventure était déjà extrême avec un 400 km non-stop dans le désert de Gobi. La prochaine sera encore plus extrême avec la course réputée la plus dure du monde, la Barclay. La Barclay n'est pas un trail comme les autres. Depuis sa création en 1986, seulement 14 participants ont complété les 100 miles, c'est-à-dire 160 km théoriques, en réalité plus de 200 km sur le terrain. L'origine de l'histoire est singulière, elle a démarré autour d'un fait divers, l'évasion de l'assassin de Martin Luther King d'une prison de haute sécurité. Cet évadé a été repris 60 heures plus tard au milieu de la forêt de Frozen Head, à seulement 13 km de la prison. L'organisateur de la course, Laz, qui à l'époque était un coureur à pied passionné, en a rigolé avec un ami. En 60 heures, ils auraient fait au moins 100 miles. L'idée de la course était née. Organisée début avril de chaque année dans le parc de Frozen Head, dans le Tennessee, la course consiste en 5 boucles de 20 miles, soit 160 km à 200 km au total, et plus de 16 000 mètres de dénivelé positif, soit 2 fois l'ascension de l'Everest. Les coureurs disposent de 60 heures, soit 12 heures pour chaque boucle de 32 km. Mais entre autres originalités, le parcours n'est pas balisé et complètement en tout terrain. Il n'y a qu'un seul point d'eau en guise de ravitaillement, et il faut prouver son passage sur le parcours en arrachant des pages précises de livres répartis et cachés. Les GPS, altimètres et téléphones portables sont bien entendu interdits. La météo de début avril est aussi capricieuse et participe à la difficulté. L'heure de départ est entre minuit et midi et n'est connue qu'une heure avant quand Laz souffle dans une corne de brume et le départ est donné lorsqu'il allume une cigarette. C'est certes 5 fois la même boucle, mais elle est à faire une fois de jour, puis de nuit, puis dans l'autre sens de nuit, etc. Chaque année, il y a 40 coureurs sélectionnés, selon un processus mystérieux et secret. En guise de courrier d'accord, l'organisateur vous envoie une lettre de condoléances pour vous informer de votre inscription à la course la plus dure du monde. Il n'y a absolument rien à gagner, mais d'un autre côté, l'inscription ne coûte que 1,60 $, 1 cent par kilomètre. Et il faut faire don à Laz d'une plaque d'immatriculation de son pays. J'ai la chance d'être sélectionné à cette fameuse Barclay pour 2016. J'ai certes de l'expérience, mais il n'y a eu que 14 finishers dans les 29 premières éditions. Je sais que cela sera très compliqué d'être le 15e finisher, ne serait-ce que par la difficulté première, effectuer 200 km et 16 000 mètres de dénivelé en 60 heures en tout terrain. Je me fixe comme premier objectif de faire 3 tours, ce qu'à peine 10% des inscrits réussissent chaque année. Mais je m'entraîne aussi avec la petite lueur d'espoir de parvenir à faire ces fameux 5 tours. Rendez-vous début avril dans le Tennessee. Alors, je vous avais dit que c'était une course de fous furieux. Tu y as participé donc, pour la première fois l'an dernier. C'est un film qui date de l'an dernier. Est-ce que tu l'as atteint l'objectif des 3 tours que tu t'étais fixé ? Eh bien non, j'ai lamentablement échoué. J'ai lamentablement échoué et je n'ai fait l'année dernière que 2 tours, dont le deuxième qui n'était pas dans les temps. Donc je suis un loser comme prévu et comme bien attendu. Voilà. Donc c'est bon, ça va, tu as la bonne place. Voilà. Alors après, quand même, c'est vrai qu'on vient, comme c'était dans l'introduction, on vient pour présenter ses échecs. Donc ça fait plaisir. Cependant, j'ai la chance d'être un loser amateur. Moi, je fais du sport au niveau amateur. Et après, il y a des gens qui ont un palmarès beaucoup plus grand et des échecs donc beaucoup plus grands. Voilà. Donc je suis qu'un modeste sportif amateur avec des échecs amateurs. Et après, vous aurez des vrais champions avec des échecs de champions. Voilà.
Alors quand même, par curiosité, qu'est-ce qui pousse un amateur à aller faire un truc pareil? C'est un long chemin, ça fait 30 ans que je fais de la course à pied et de déchéance en déchéance, on va toujours plus loin. Alors j'avais déjà fait la course des fous, les diagonales des fous. Et puis après, on veut voir plus loin. Donc j'ai fait une course de 400 km non-stop dans le désert au GPS. Et puis après, on se dit qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. Et puis voilà, puis on entend parler de cette course, la plus dure du monde. Alors on se dit, tiens, on va aller essayer ça. Donc là maintenant, c'est mon challenge. Je vais essayer de faire les 3 tours dont je m'étais fixé au moins. Et puis après j'ai pas encore trouvé après, mais je doute pas qu'il existe une nouvelle étape. Un nouveau défi. Voilà. Parce que du coup, cette année, comment ça s'est passé pour toi alors? Parce que tu reviens tout juste des États-Unis, tu as atterri hier, je crois. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé pour cette édition 2017? Alors l'année dernière, j'ai fait donc un tour dans les temps et le deuxième pas dans les temps. Et cette année, j'ai fait 2 tours dans les temps. Et en améliorant plein de choses. Donc je ne regrette pas mon année. J'étais un petit peu blessé, donc mal entraîné. Et sur la bonne voie pour peut-être faire mes 3 tours l'année prochaine. Mais je n'ai encore été que lamentable en faisant 2 tours sur les 5. Voilà. Et qu'est-ce que tu as fait de différent entre l'an dernier et cette année? Comment tu as appris de ton échec de l'an dernier, puisque tu n'as fait que 2 tours? Alors déjà, comme vous avez vu, la course, il y a beaucoup de folklore, beaucoup de choses autour, ce qui fait que quand vous y allez, le parcours, vous ne le connaissez que la veille. Donc quand vous y allez, vous êtes devant beaucoup d'incertitudes, devant beaucoup d'inquiétudes. Là déjà, toute cette partie folklorique, j'en avais évacué une bonne part avec mon expérience de l'an dernier. Donc ça a quand même été une facilité pour aborder l'épreuve. Après, je connaissais un petit peu le terrain, puisque j'avais fait quand même 2 tours l'an dernier. Donc ça a été une facilité aussi pour s'orienter, pour comprendre ce qu'il fallait faire. Puis je me suis entraîné un petit peu différemment également. Mais cependant, sur cette course, la difficulté, c'est quand même justement, dès qu'on tombe dans la facilité, c'est de rester concentré pendant un tour, 2 tours, 12 heures, 24 heures et 60 heures pour ceux qui réussissent à finir. Et là, il y a quelques petits moments où je me suis déconcentré, je me suis laissé déconcentrer et j'ai encore à progresser là-dessus. Donc là, c'était pour cette édition, tu t'es déconcentré, c'est ça? Il ne faut jamais se laisser déconcentrer, on se laisse déconcentrer quand ça devient facile et c'est souvent sur les détails faciles que l'on fait les erreurs. C'est pas quand c'est le plus technique, le plus dur. Et je suis tombé dans la facilité 1 ou 2 fois et c'est ce qu'il faut que je réussisse à corriger les prochaines fois. Si on fait la transition et le parallèle plutôt avec l'entreprise du coup que tu gères aujourd'hui, est-ce que ça t'est arrivé de tomber dans la facilité par exemple? Alors en fait, c'est pas du tout l'ordre des questions ni l'ordre du déroulement. Elle fait exprès de me poser tout ça dans le désordre, donc et cette question n'était pas dans la liste en plus. Mais Regarde, ils sont contents. C'est pour les participants. En fait, elle veut que mon échec ce soit ce soir. Voilà, c'est non. pas le Barclay, c'est un piège pour que l'échec ce soit ce soir. Vous mettrez des cartons verts, s'il vous plaît, alors, à l'issue de l'intervention. C'est quoi la question? Ma question, c'est, là tu nous as dit que cette année, sur l'édition 2017 de la Barclay, tu es tombé par exemple dans la facilité à un moment donné. Ça, c'est une erreur que tu as faite. Je te demandais si tu avais déjà fait cette erreur-là dans ton entreprise, si ça t'était déjà arrivé de te planter de cette façon-là. Alors, j'ai pas d'exemple qui me vient à l'esprit, mais certainement, ouais. Certainement, quand on veut refaire des collections qu'on a déjà fait, on se dit que c'est simple, etc. Puis le marché a évolué, et on l'a pas vu évoluer, et on recopie ce qu'on avait fait la fois d'avant. Oui, ça arrive tous les jours, oui. Ça marche. Et du coup, il y avait un échec dans ton entreprise dont tu voulais nous parler? Non plus. On pas parlé avant, mais alors, le plus gros échec dans l'entreprise, ce serait de la fermer. J'ai eu la chance, parce que des fois c'est de la chance, hein, vous êtes sur le fil rouge. J'ai eu plusieurs fois où je me suis trouvé devant mon bureau, mon ordinateur, à me dire là cette fois-ci on est cuit ou on n'est pas loin d'être cuit. Et puis il y a toujours ce qu'on peut voir un miracle qui se passe, quelque chose d'inattendu, qui est souvent quand même le fruit d'un travail fait auparavant et qui arrive au bon moment parce que peut-être qu'on l'avait anticipé. Mais oui, ça a été plusieurs fois sur le fil du rasoir, surtout quand on démarre de zéro, sans expérience. Au début, moi, ce que je savais faire, c'était concevoir des produits. Je suis ingénieur, je suis coureur à pied. Je savais aussi parler aux coureurs à pied, leur expliquer pourquoi les sacs à dos, ils étaient bien faits, parce qu'ils étaient plus légers, etc. Après, apprendre le management, le financement de l'entreprise, tout ça, ça n'a pas été simple.
première fois, au début, vous faites avec votre propre trésorerie, puis à un moment, ça suffit plus, donc il faut trouver des solutions avec des emprunts. Ça veut dire dépenser de l'argent qu'on n'a pas encore, et puis du factoring, et puis plein d'autres choses, et puis faire des levées de fonds. Mais à chaque nouvelle étape, c'est remettre tout en question et penser différemment. Et oui, il est arrivé plusieurs fois que je me dise, là, je crois que ça va s'arrêter, et puis non, faut continuer d'avancer, ça marche. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y avait une question que tu voulais que je te pose, en fait, en particulier? Non, mais mais sinon, j'ai d'autres choses à raconter. Mais Alors ouais, moi je t'en avais posé une qui était effectivement comment... Parce qu'il y a ta fille qui est venue avec toi là aux États-Unis pour cette deuxième édition de la Barclay à laquelle tu as participé. Et je t'ai demandé qu'est-ce qu'elle a appris sur l'échec et qu'est-ce que tu te transmets à ta fille par rapport à l'échec. effectivement, j'ai emmené ma fille qui a 11 ans aux États-Unis pour voir cette course. Donc elle aime bien la course à pied, elle aime bien tout ça. Donc c'était surtout pour qu'elle découvre aussi les États-Unis, la langue et plein d'autres choses, hein, pas que le sport et pas que la Barclay. Alors la chose qu'elle a retenue, je lui ai demandé, il y a les 3 choses qu'elle avait retenues. Alors, la première, c'était qu'au McDo, on pouvait recharger son Coca-Cola à volonté et partir avec le verre. Donc ça fait super plaisir d'emmener ses enfants jusqu'aux États-Unis pour qu'ils retiennent ça, voilà. Mais heureusement, la deuxième et la troisième chose qu'elle a retenue, c'était sur la course. Je vais quand même vous le raconter. Donc elle a retenu comme ça, j'aurais plus de notes, c'est sûr. On est Elle tranquille. a retenu. De toute façon, elle m'a fait faire des notes et en fait, elle me pose que des questions qui n'ont rien à voir. Donc en fait, Je ferai pas ça après, promis. Donc en fait, donc moi j'ai fait 2 tours cette année. 2 tours sur 5, c'est pas terrible, vous en conviendrez. Mais il y a quand même un qui a réussi à finir cette année. Donc elle a pu vivre ça au fur et à mesure. Donc déjà 3 tours, il y en a 7 qui l'ont fait. Donc c'est une course qui est vraiment extraordinaire. Et 1 heure avant, donc il y en a 2 qui sont partis sur la 5e boucle. Donc il n'y a pas de GPS, il n'y a rien, il n'y a pas d'information. Donc après, on attendait à l'arrivée depuis 1 heure de savoir si quelqu'un allait arriver dans les temps ou pas. Et puis 20 minutes avant, eh bien le miracle, puisque c'est un miracle à chaque fois que quelqu'un finit, John Kelly, qui est un local du coin, a réussi à finir en arrivant par le chemin du bas et a passé la ligne avec 20 minutes d'avance. Donc c'était un exploit et tout le monde l'a chaleureusement félicité, c'est-à-dire que c'est pas la musique, tout ça. Il a pris une chaise de camping et il s'est assis le long de la barrière. Et on lui a posé quelques questions, vu qu'il était très fatigué, il a eu du mal à répondre. Mais voilà, c'était son moment de gloire et on a vu ça, c'était très plaisant. Et puis il est retourné, et puis il restait 5 minutes pour le deuxième qui était parti, il restait 4 minutes, il restait 3 minutes, et donc tout le monde regardait vers l'endroit où il devait arriver. Il restait 1 minute et il n'arrivait toujours pas. Et 30 secondes avant qu'il arrive, il y a une rumeur de l'autre côté, donc on a tourné la tête à l'envers de la ligne d'arrivée de laquelle il devait arriver, et on l'a vu arriver trempé, arriver en courant, au sprint. Et j'avais la montre de la course, parce que je raconterai sur la montre après, et il est arrivé, et il a touché la barrière avec 6 secondes de retard. Et il s'est effondré par terre de fatigue, de détresse, de tout ça, donc il y avait un silence. Et en fait, il nous a expliqué qu'il avait bien les 13 livres qu'il devait trouver, parce que le voyant arriver à l'envers, on ne savait pas s'il avait fait toute la course. Et en fait, il s'est trompé au dernier carrefour, à 2 km avant l'arrivée. L'endroit le plus facile, puisque c'est l'endroit où on passe la première fois, voilà. Et il a pris le chemin dans le mauvais sens, et donc il a fait un détour pour revenir jusqu'au camp. Et il a donc échoué en se trompant au dernier carrefour, à un endroit les plus simples, et il a fini avec 6 secondes de retard, et donc il n'est pas finisher de la course. Voilà. Il reviendra l'an prochain. Je pense qu'il reviendra, oui, je pense qu'il reviendra. Il accepte les règles, il n'a pas demandé à être classé ni quoi que ce soit. C'est la course, et il savait très bien qu'en se trompant de chemin, de toute façon, il n'a pas été éliminé par les 6 secondes. En fait, il a été éliminé parce qu'il avait pris le mauvais chemin pour revenir, mais dans cette tragédie, ce qu'on va retenir, c'est les 6 secondes, et voilà. Et du coup, toi... Donc je reviens à mes enfants, à ma fille. C'était ça, je me demandais où on est arrivé là. Donc quand même, ce qu'elle a retenu, c'est la joie de celui qui finit et toute la difficulté de le voir arriver, de réussir son exploit. Elle voit aussi toute la difficulté que l'échec est possible et que l'échec peut être tragique, voilà. Même si après il s'est relevé, qu'il est revenu à sa tente et que c'était pas non plus, il n'y avait pas mort d'homme et que voilà. Donc ça t'apprend à relativiser
Voilà, vivre ça des apprend expériences à- comme ça. Ça apprend à relativiser, ça apprend aussi l'humilité, une course comme ça. Donc c'est sûr, quand on y va, on a 99% d'échoués. Alors au moins, ça met moins la pression. Même si quand on est un champion, quand on a gagné des courses, quand on y va, on a l'espoir de réussir, on a l'espoir d'être celui qui va réussir. Parce que quand même dans cette course, quelque chose... Ouais, tu peux regarder, il y a plein de notes, il y a plein de choses, mais j'aurais pas le temps de les révise. dire. Mais dedans, en fait, ce qui est étonnant, c'est que cette course, elle est faite pour échouer et pour relativiser l'échec. Chaque boucle fait 40 km, on a 12 heures pour la faire. Donc ceux qui font de la course à pied ou du trail, 12 heures pour faire 40 km, c'est énorme, il y a un temps infini pour le faire. Quand vous arrivez, c'est des montagnes, le point haut il fait 1100 mètres, le point bas il fait 600 mètres, donc c'est des collines pour ainsi dire, donc il n'y a rien d'extraordinaire. La forêt n'est pas une jungle, c'est pas un désert non plus. Et pourtant, il n'y a qu'un finisher tous les ans à peu près en moyenne. Et donc toute la course est organisée pour vous inciter à l'échec et pour vous faire participer à cela, tous les petits codes, tous les pièges que vous lance l'organisateur. Et tout ça se fait avec beaucoup de dérision, et donc on est quand même préparé avec la lettre de condoléances, avec le titre des bouquins qui vous est présenté. À chaque fois que vous trouvez un livre, vous voyez le bouquin, vous arrivez, il y a marqué Guide de survie en terrain hostile, ou alors, qui est un vrai livre qu'il a choisi pour ça, ou bien Burnout quand vous arrivez en haut de la plus grande montée. Voilà. Tout ça est fait avec dérision, il n'y a rien à gagner, et c'est pour le challenge personnel. Et s'il y avait un message clé avec lequel tu as envie que les participants repartent, ce serait quoi ? Dans tous les cas, que ce soit le sport ou l'entreprise, je dirais que le message numéro 1, c'est d'oser se lancer quand même, et particulièrement dans l'entreprise. Alors, je dirais dans le sport, tout le monde se lance à son échelle sur une course, sur un défi. Sur l'entreprise, c'est plus compliqué, mais sur l'entreprise, c'est pareil. La seule façon de savoir si c'est viable, si c'est pas viable, si ça va marcher, si ça va pas marcher, c'est de se lancer. C'est jamais les tableaux Excel, c'est jamais les études de marché qui permettent de savoir si ça va marcher. Sauf si on veut se lancer dans une pharmacie ou une étude de notaire, auquel cas c'est réglé comme du papier à musique. Voilà. Mais sinon, dans l'entreprise, je veux dire, une seule chose, c'est d'oser. Et puis d'être endurant et de toujours avancer pas après pas, même quand ça semble fini, même quand ça semble pas certain. Quand il y a plusieurs chemins, il faut en prendre un. Il faut toujours avancer et ça avance. Et puis même si on ne réussit pas, eh bien c'est pas grave. On fera autre chose après. Donc oser et avancer pas à pas. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Vous pouvez applaudir Benoît. Alors, tu vas rester avec moi le temps que vous repreniez effectivement vos cartons verts et vos cartons gris. Comment vous vous sentez maintenant ? Est-ce que c'est plutôt du carton gris ou est-ce que c'est plutôt du carton vert ? Et c'est Karine qui va nous... mettez un peu de gris quand même, les gens. Ouais. T'as vu, c'est vert. Hein. T'as été bon, je crois. Hein. C'est bon ? Ça va, tu me pardonnes ? C'est bon ? Ça marche. Merci à vous. Merci Benoît. Merci. En musique, on va faire la transition vers la table ronde d'après. Effectivement, je vais demander à Manon, Franck, Ophélie et Julien de me retrouver. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. The club isn't the best place.